Bonjour à tous, toute l'équipe de C'est mieux le matin est ravie de débuter cette semaine avec vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On est ensemble pendant 40 minutes, on est en direct bien sûr et on va jeter un coup d'œil sur le sommaire de cette première émission de la semaine. Votre enfant est naturellement doué. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors déjà, soyons précis, qu'est-ce qu'on entend par doué ? Mais en fait, tous les enfants ont de nombreuses aptitudes. L'intelligence des bébés est remarquable, même des adultes d'ailleurs. Et plus on fait des recherches, plus c'est passionnant parce qu'on trouve des choses hallucinantes, je trouve. Alors, intelligence, vous employez le mot intelligence au singulier. Pourtant, dans votre livre, dès le titre, comment comprendre et guider les intelligences de votre enfant. Intelligence au singulier, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Non, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de l'intelligence comme d'une valeur unique, qu'on rattacherait aux mathématiques, au langage, des choses comme ça. Et en fait, il y a énormément de formes d'intelligence, comme par exemple l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, des habilités. Et celles-là, elles permettent de développer justement les intelligences dites intellectuelles, entre guillemets. On ne peut pas les dissocier. Il y a aussi l'intelligence créative, l'intelligence musicale, l'humour aussi, etc. Et elles sont toutes liées et toutes très importantes. C'est pas pour être politiquement correct qu'on dit que finalement tout le monde est intelligent dans son domaine ? Non, au contraire. Je crois que c'était très réducteur ce qu'on disait avant, malheureusement en fait. Et heureusement qu'il y ait toutes ces formes d'intelligence. De toute façon, vous n'avez qu'à voir la vie qui s'est construite depuis des siècles. Eh bien, on a utilisé énormément de formes d'intelligence. C'est vrai qu'à une époque, il a peut-être fallu des critères de sélection. Et depuis quelque temps, les mathématiques ou la mathématique sont le critère le plus important. Depuis un siècle, on va vers des valeurs très théoriques en fait et abstraites. Mais ce n'est pas représentatif des besoins même de la population et de toutes les sociétés. Et puis il y a des sociétés dans lesquelles les maths, ça ne sert strictement à rien. Même dans la nôtre, ça ne sert pas toujours. J'étais certain que certaines seraient... Et pourtant, j'adore les maths, mais franchement, il y a d'autres choses. Mais les émotions, c'est fantastique aussi. Est-ce que tous les enfants ont réellement les mêmes capacités à la naissance ? En fait, déjà... On est quand même tous différents, c'est quand même relativement évident. Maintenant, savoir quelle est la part de la génétique et la part de l'apprentissage, c'est pas... Ça, c'est l'éternel débat entre l'inné et l'acquis. Voilà. Ceci dit, ce qu'on voit, c'est quand même que certaines personnes ont plus d'engouement pour parler des langues étrangères, elles vont être plus à l'aise, ou pour raisonner dans l'abstraction, ou au contraire pour faire du sport ou des habiletés manuelles. Il y a des gens qui vont être naturellement musiciens, on ne sait pas pourquoi. Alors, on ne sait pas pourquoi on a des orientations dans un sens ou dans un autre. On sait qu'on ne va pas être tous Mozart ou Einstein, mais franchement, je trouve que les gens sont d'une intelligence étonnante. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme d'intelligence chez quelqu'un qui peut se réveiller et qui peut être développé de manière très importante, en fait. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire pour quelle raison, par exemple, un enfant, dès l'âge de 2 ou 3 ans, peut avoir une intelligence, j'allais dire, musicale, c'est-à-dire être très doué en musique. Est-ce que c'est dans le milieu dans lequel il est né, ou est-ce que ça vient de... Le contexte intervient, ça c'est clair, parce que des enfants dans des milieux où ils entendent de la musique, évidemment, ils vont développer des connexions neuronales davantage que... Le contexte est influent, mais pas... Voilà, mais pas obligatoirement déterminant. On ne va pas faire apprendre de la musique à un chat, par exemple, si vous voulez. Donc, je veux dire, la génétique joue, et les mathématiques encore moins. Donc, il y a obligatoirement de la génétique. Maintenant, on ne peut pas répondre à cette question, mais je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de pouvoir déterminer quelle est la part de la génétique et de l'apprentissage. Mais on sait que l'apprentissage est quand même très important aussi. On sait qu'au départ, il y a des capacités. Voilà. Et que ces capacités, on peut aider à les développer. Lorsqu'un enfant naît, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il sait du monde dans lequel il arrive ? Est-ce que déjà, il y a des choses qu'il sait ? Alors, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, en tant que fœtus, il entend des sons dans le sein de la maman. Il a des impressions de goût avec le liquide amniotique et il a une perception de sa mère. Maintenant, on sait déjà que le cerveau enregistre des choses avant la naissance. Oui, tout à fait. Seulement, en fait, quand le bébé naît, il est en friche, son cerveau. Donc, il a énormément de connexions cérébrales à développer. Parce qu'il a des années pour construire ce cerveau. Donc, tout est à faire. Est-ce que c'est naturel pour lui d'apprendre ?
Oui, c'est même plus que naturel, c'est vital, quoi. Il a un besoin énorme. D'ailleurs, on voit les bébés, ça court partout, c'est très curieux, avide de découverte. Et puis surtout, ils adorent jouer. Et le jeu, c'est quelque chose de fondamental pour faire des apprentissages, justement. Est-ce que ça a à voir quelque part avec l'instinct de survie ? C'est-à-dire qu'on survit d'autant plus longtemps qu'on connaît son environnement et que donc on est capable de faire face à des dangers ? Ah oui, oui. Et puis, de toute façon, il faut s'adapter à l'environnement. On n'imaginerait pas le bébé se développer en restant sur sa chaise, quoi. C'est bien parce qu'il va à droite, à gauche, et qu'il se renseigne sur ce qui existe, qu'il touche à tout, qu'il arrive à se développer. Ça, c'est Alors clair. justement, comment fonctionne cet apprentissage ? Est-ce qu'il suit une logique et laquelle ? Ah oui, complètement. Par exemple, là, j'ai un verre de jus de fruits. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Alors, le bébé veut attraper le verre, mais au début, il va essayer et il ne va pas réussir. Il va avoir sa main à cet endroit-là et le verre à cet endroit-là. Donc, il va y avoir une erreur entre les deux et son cerveau va estimer l'erreur. La fois d'après, il va essayer de réduire l'erreur. Donc, il va s'approcher, mais il va encore rater. Et il va continuer jusqu'à ce qu'il arrive au but. Et si le but est très intéressant, il va s'activer énormément pour apprendre. Si c'est un petit bout de sucre, par exemple, il va aller très très vite. Exactement. Et c'est pour ça que le jeu, le plaisir, etc., c'est fondamental pour le développement, parce qu'en plus, le plaisir permet de développer des connexions neuronales et de mémoriser à long terme les apprentissages. Parce que c'est une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Donc le plaisir et la connexion entre les neurones, ça va complètement de pair. Sont liés. Une chose qui est importante dans ce que vous dites, c'est que finalement, l'erreur, c'est quelque chose de constructif. Parce que le moment où il va rater le verre, tous les moments où il va rater le verre, ça va l'aider finalement à l'attraper. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, l'erreur, c'est une base pour aller plus loin. Alors que malheureusement, dans le système éducatif, souvent, on sanctionne l'erreur. Et c'est pour ça qu'il y en a qui croient qu'ils ne sont pas bons en maths, des fois. Alors que pas du tout. Non, elle va découvrir qu'elle est bonne, en fait. Parce qu'il suffit qu'une fois, on vous ait dit que c'était nul. Bon, alors là, déjà, vous avez eu un doute. Bon, la fois d'après, vous arrivez sur le travail de mathématiques avec un doute énorme. Donc, en général, vous faites des bêtises parce que vous avez trop peur. Et là, on vous sanctionne encore. Au bout de 3-4 fois que vous êtes sanctionné nul, entre guillemets, vous êtes persuadé d'être nul et vous faites marcher votre système inhibiteur, c'est-à-dire que dans le cerveau, on a des gagnants et des perdants. Et donc, les mathématiques vont être perdantes. Par contre, il y aura autre chose de gagnant. Ça peut vous rassurer. Mais alors, c'est dommage parce qu'il y en a qui sont persuadés qu'ils sont très mauvais à cause de ça. Alors que si on leur avait dit non, t'as fait une erreur, mais c'est normal de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, eh bien, ils seraient allés beaucoup plus loin, quoi. Ça, c'est évident. Et alors, est-ce que ça peut être rattrapé plus tard ? Est-ce qu'un enfant auquel on aurait dit pendant toutes ses études qu'il était mauvais en maths, est-ce qu'un jour, il peut se révéler bon parce qu'il y aura eu un déclic, parce qu'on aura su lui dire qu'il finalement, il a les capacités pour être Alors, bon. ça dépend des apprentissages. Je crois que pour les maths, c'est peut-être plus facile que par exemple pour la lecture ou des choses comme ça. Parce que les apprentissages qu'on fait à 2-3 ans, etc., on les intègre au niveau du cerveau de manière assez intense, quoi. Donc il y a des choses qui sont difficiles à rattraper en réflexe et il y en a d'autres. Mais en tout cas, en ce qui concerne les maths, moi je suis très surprise parce qu'il y a des adultes, je les mets quelquefois devant des programmes mathématiques sur ordinateur, des jeux, etc. Et ils découvrent qu'ils comprennent quelque chose. Et ça, ils sont très très surpris. Donc si ça peut vous rassurer, il y a des choses, on peut y arriver très tardivement. Caroline a une question. Oui, pour le coup, vous parliez de l'alphabétisation. C'est plus difficile quand on a loupé cette étape-là de la récupérer quand on est adulte ? Eh bien, par exemple, c'est le problème de la méthode globale, quoi. On a pu démontrer que la méthode globale ne correspondait pas, n'utilisait pas les aires cérébrales qui permettent la lecture experte. Et en fait, quand on démarre à faire du global, et malheureusement, même si maintenant on a eu tendance à abandonner ça, on fait quand même du semi-global. Et aussi, aux petits bébés, on donne souvent des mots, on affiche des mots à droite, à gauche, etc., sans comprendre ce qui se passe, en fait. Et le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on va donner des réflexes à l'enfant. C'est assez facile à comprendre. L'enfant va voir des mots en globaux comme ça et son cerveau va prendre des repères sur certaines lettres et ne va pas assimiler les autres. Et il va prendre l'habitude de regarder des mots 4 par 4 ou 5 par 5. Et après, son œil aura énormément de mal à les différencier, à différencier les lettres. Donc, à apprendre l'écriture, détailler, l'orthographe, etc. Et donc, alors, c'est un petit peu long à développer, il y a beaucoup d'éléments. Alors, c'est là qu'il faut suivre très précisément la façon dont le cerveau se construit.
Et le langage, par exemple, s'acquiert chez l'enfant de manière analytique. C'est-à-dire qu'il acquiert les sons quand il est petit bébé, il décompose les sons du langage, et il reconstruit les mots, il reconstruit les phrases. Et pour apprendre à lire, il faut suivre en fait ce que l'enfant fait quand il apprend naturellement le langage. Cette structuration du cerveau, ce fonctionnement, on l'a découvert récemment. Oui, enfin, il y a une progression. Il y a quand même depuis un certain nombre d'années qu'on trouve des choses. Mais heureusement, depuis, je dirais, moi, je ne sais pas, 6, 7, 10 ans peut-être, on a l'imagerie qui nous permet de vérifier en plus tout ce qu'on a trouvé, quoi. Et on en trouve évidemment d'autres. Ça progresse à une vitesse depuis quelques années, c'est extraordinaire. Bon, ce qui veut dire que la méthode globale qu'on a mise au point il y a je ne sais pas combien d'années, on était complètement à côté de la plaque, c'était à l'inverse de ce qu'il fallait faire, on peut le dire aujourd'hui. Eh bien, oui, c'est embêtant. C'est-à-dire que ça partait d'une idée... Ça partait d'une idée généreuse, mais on s'est planté. Ça partait... Non, mais si vous voulez, on ne peut pas condamner tout. C'est pareil quand on parlait de l'erreur. Je veux dire... On ne sait pas à la base comment fonctionne le cerveau. C'est très difficile de savoir, si vous voulez. Donc, on a fait des progrès et on pensait qu'il fallait travailler sur le sens. Et c'était pas idiot comme idée quand même, hein. Mais la question du sens, en fait, est liée aussi aux décompositions analytiques des mots. Alors, il faut creuser un peu plus la situation. Et de toute façon, là maintenant, on peut mettre en évidence clairement comment le cerveau va apprendre, mais avant, on ne pouvait pas. Donc, il y a des choses, de toute façon, dans toute méthode, il y a des choses qui sont intéressantes, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir commencer par décomposer, parce qu'autrement, on peut créer des handicaps difficiles à rattraper. Soyons positifs, on va dire que c'était une erreur qui permet de progresser. Oui, puis je suis pas moi aussi. aussi. De l'erreur, tant pis pour. Je suis pas aussi systématique. C'était sur certains aspects des choses qui étaient embêtantes, quoi. Hein. Mais donc on prend les éléments positifs et on rajoute les autres parce que la méthode analytique, il lui manquait quelques petits éléments. Donc en fait, ce qu'on fait maintenant, mais on fait souvent une association entre plusieurs méthodes. On n'est pas en train de tout balancer, on essaye de voir ce qui marche le mieux. Alors ce livre s'appelle « Votre enfant est naturellement doué, comprendre et guider les intelligences de votre enfant de 0 à 6 ans ». Alors justement, quels sont les moyens qu'ont les parents pour développer de façon harmonieuse les capacités de leurs enfants? Ça commence tout petit. Oui. Alors il y a beaucoup de choses. Et oui, c'est pour ça qu'on a fait le livre, parce que justement, choisir un conseil pratique avec chaque fois les justifications. Oui, voilà. On va donner quelques exemples. Parce que si vous voulez, déjà on a essayé de faire donc une synthèse de toutes les recherches, parce que actuellement, les parents, on leur dit faites cette méthode, et puis en plus on les culpabilise, ils devraient tout faire à 2 ans, etc. Et en fait, il y a des livres qui sortent, mais chacun sur un élément ou sur un autre. Donc on a essayé de faire une synthèse et voir ce qui fonctionnait et quels étaient les jeux qui étaient efficaces. Parce qu'il y a des jeux qui sont intéressants, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, quand on veut faire apprendre les langues étrangères aux petits de 2 ans en lui donnant un jeu qui, vous appuyez sur un bouton, ça fait un mot en français, après ça fait dog, car en anglais, le gosse, il est perdu parce qu'il prend ça pour du français et en fait c'est de l'anglais et ça lui sert à rien et ça handicape son développement. Par contre, s'il entend une langue parlée et qui sert à quelque chose qui est utile, il voit les gens se servir de la langue pour il change une utilité. De parents, il prend des parents bilingues pour une semaine, tiens, comme ça. Non, mais il n'y a pas le feu. C'est pas la peine d'essayer de faire apprendre à 2 ans une langue, même à 3 ans. Je suis d'accord. On peut attendre 4 ans. Déjà, parler bien sa langue. Et surtout, apprendre à raisonner dans sa langue. Parce que parler une langue, c'est aussi penser. Donc, c'est pas seulement que de la parler. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut développer. C'est drôlement important. Donc, il y a des choses que les parents peuvent faire, alors sur un ensemble d'éléments, parce qu'il y a compter aussi qui est très intéressant. On peut compter très tôt. Compter, dessiner, on peut compter à partir de... Alors, on compte à 3-4 mois. Ça, c'est génial. À 3-4 mois, le bébé sait faire 1 + 1, 2 - 1, parce qu'il sait même additionner et soustraire. Ça, c'est une découverte qui a été vraiment vérifiée. Alors, donc, on peut espérer qu'on va compter un peu plus tôt que ce qu'on imaginait jusque-là. C'est parce qu'en fait, on s'y prenait de manière un peu trop théorique, justement, pour faire compter l'enfant. Parce que les jeux, ils vous donnent une boîte avec 4 jetons bleus, on met dans la boîte bleue, 5 verts dans la boîte verte, etc., mais sans but précis. Et l'enfant, il va aimer un but et surtout un jeu.
Et déjà, à 3 ans, vous lui mettez 3 bonbons dans la main, vous enlevez 2 bonbons, vous êtes sûr qu'il sait ce que c'est que 2, et le 1 qui reste, la soustraction, il aura compris. Alors, vous pouvez faire un bout de sucre à la fin. Hein. Il y a une chose qui marche très bien, vers 3 ans ou peut-être un peu après, mais déjà sur des enfants de 3 ans, ça fonctionne. Vous prenez un jeu de petits chevaux et surtout un dé qui a des petits points. Parce que maintenant, en plus, on fait des dés avec 2, 3, 4, des chiffres. Et ça, c'est pas bon du tout parce que c'est beaucoup trop théorique. Il faut les petits points. Alors, l'enfant lance les petits points, il voit 4 petits points. Alors, il va avancer son petit cheval de 4 cases. Il n'a même pas besoin de savoir compter, il suit le nombre de points. Et puis, son esprit intègre la notion de quantité, 4. Et il voit le copain qui va faire 6. Et là, il voit 2 cases de plus. Donc, très vite, son esprit comprend les chiffres au moins jusqu'à 6. Il comprend l'addition, la soustraction. Non seulement il comprend, il l'intègre parce qu'il veut gagner, etc. Donc, il va faire un apprentissage énorme du fait de compter, d'additionner, soustraire. Tout ça pour gagner et un apprentissage qu'en classe, jamais il fera. Parce qu'il n'aura jamais le plaisir et le désir de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on peut démarrer très tôt. Question, l'instrument de musique, on peut apprendre à quand en jouer? Alors déjà, les bébés adorent la musique, ça c'est sûr. En plus, quand ils naissent, ils ont une ouïe, c'est extraordinaire. C'est la chose qui est la plus développée. Alors ils adorent entendre la musique. Bon, maintenant, après, jouer d'un instrument, ça dépend de ce qu'on appelle jouer d'un instrument, parce que très vite, ils vont avoir envie de taper sur quelque chose. Ça, c'est sûr, on a tous vu ça. Alors, est-ce que ça crée des vocations? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut les laisser un minimum. Et puis après, ça dépend un petit peu des enfants. Mais une chose qui est claire, que c'est important de les laisser s'amuser, quoi. Le problème des petits cours, que ce soit pour la musique, la danse, où c'est trop théorique et on apprend comme ci, comme ça, faut quand même être prudent, surtout quand ils sont petits, quoi. Faut faire des choses. Faut pas leur en faire des petits singes savants. Voilà, mais il faut satisfaire leur désir d'apprendre. Exactement. C'est un peu la philosophie de ce livre qui est passionnant. Donc je rappelle, ça s'appelle Votre enfant est naturellement doué. Maïté Sauvé, Laure Letter. C'est aux éditions Chiron, plein de conseils pratiques avec chaque fois toutes les justifications, puisque tout ça c'est à partir de vraies connaissances qu'on a faites et qui sont récentes. Merci beaucoup d'être venu nous parler avec autant de passion de ce sujet.